Eh bien, salut à toi qui regarde cette vidéo. On se retrouve dans la série sur les compléments mathématiques, sur l'épisode 5, les fonctions trigonométriques. Ça va être un gros épisode et il va être largement inspiré d'un cours d'un mathématicien qui s'appelle Vivien Ripoll et il a publié ce cours sur normalsup.org. On va suivre le même schéma que dans les épisodes précédents et pour attaquer l'introduction, on peut dire que les fonctions trigonométriques servent à relier les longueurs des côtés d'un triangle en fonction des angles au sommet. L'étude des triangles, des polygones et plus généralement la modélisation des phénomènes périodiques est rendue possible grâce aux fonctions trigonométriques. On va donc voir ensemble une problématique un peu simplette, comment retenir toutes les propriétés des fonctions circulaires. J'insiste sur le fait qu'il peut être bien de les connaître par cœur, mais c'est aussi bien de pouvoir les retrouver rapidement et sans se tromper. Pour les prérequis, ça peut être tes cours que tu as vus au lycée à ce sujet, et pour les rappels de cours, ne t'inquiète pas, on va tous les revoir ensemble, d'où le fait que la vidéo va être un peu plus longue. Si jamais on définit un triangle rectangle avec un angle θ non droit, alors on peut représenter l'hypoténuse, c'est le côté du triangle dont la longueur est la plus élevée, ou celui qui est opposé à l'angle droit. On peut représenter par rapport à l'angle θ le côté adjacent, c'est le côté qui n'est pas l'hypoténuse et qui colle l'angle, et le côté opposé à cet angle, c'est celui qui est face à l'angle. On peut alors définir la fonction cosinus, c'est un rapport de longueur entre le côté adjacent et l'hypoténuse. La fonction sinus, c'est le rapport de longueur entre le côté opposé et l'hypoténuse. Et enfin, la fonction tangente, c'est par définition sinus sur cos, et donc lorsqu'elle est définie, elle vaut le côté opposé sur le côté adjacent. Un petit moyen mémotechnique pour retenir ces trois formules, c'est la phrase casse-toi, K-so-toi, C-A-H, cosinus égale adjacent sur hypoténuse, SOH, sinus égale opposé sur hypoténuse, et TOA, tangente égale opposé sur adjacent. On cherche maintenant à définir ce qu'est la mesure d'un angle. Pour ça, on a besoin de s'aider d'un cercle trigonométrique, donc c'est un cercle centré en 0,0 et de rayon unitaire, et on va définir la mesure d'un angle en radians, comme la longueur de l'arc de cercle décrivant cet angle. Si jamais on représente ça graphiquement, on va tracer le cercle trigonométrique, donc centré en 0,0, on voit que l'axe des abscisses et des ordonnées se coupe au centre du cercle, et de rayon unitaire. Si je trace le triangle de la slide d'avant, je commence par l'hypoténuse, et je peux définir l'angle θ comme étant la valeur de l'angle entre l'axe des abscisses et la droite formée par l'hypoténuse. Pour finir de tracer mon triangle, je représente du coup le côté adjacent suivant x, et enfin le côté opposé suivant y. J'y adjoins un point M, qui va être l'intersection entre l'hypoténuse et le cercle trigonométrique, et ces coordonnées dans un repère centré en 0,0 vont donc être une variation de longueur adjacent suivant x, et une variation de longueur opposée suivant y. Pour rappel, vu que c'est un cercle trigonométrique, ça veut dire que le rayon, donc l'hypoténuse, valent 1, et d'après les trois formules qu'on avait vues avant, ça veut dire que le cosinus vaut directement l'angle adjacent, et le sinus vaut directement l'angle opposé. On représente donc plus usuellement le cercle trigonométrique sous la forme que tu as à l'écran, et le point M, qui va varier et tourner tout autour du cercle, a pour coordonnées cosinus θ, sinus θ. Or, on peut dire que le périmètre du cercle de rayon unité s'écrit 2πr, donc en prenant r est égal à 1, le périmètre vaut 2π. Ça veut dire que le périmètre du cercle unité est l'image de l'angle en radians. Petite remarque, un tour complet vaut 360 degrés, il vaut aussi 2π radians. C'est la même chose, mais dans deux unités différentes. Il faut donc faire bien attention, parce que en SI notamment, on utilise des formules soit en radians, soit en degrés, et il faut pouvoir passer de l'un à l'autre avec un produit en croix très rapidement. Si jamais on trace du coup visuellement ce que représente cet angle, il représente une portion de l'arc de cercle. Si jamais je trace par-dessus ce tracé le triangle qu'on avait vu tout à l'heure, on peut replacer le point M de coordonnées cosinus θ, sinus θ, et on voit que θ, le périmètre de l'arc de cercle, vaut la mesure de l'angle entre l'axe des abscisses et l'hypoténuse. Il nous manque une seule fonction, c'est la tangente. Par définition, elle va être tangente au cercle. Elle va démarrer de la droite d'équation x est égal à 1 et elle va s'arrêter lorsqu'elle va couper l'hypoténuse. Graphiquement, elle représente cette longueur-là. Quelques propriétés analytiques sur ces fonctions. Les fonctions cos et sin sont définies sur R, elles sont 2π périodiques et bornées entre -1 et 1. La fonction cosinus est paire, sinus elle est impaire. La fonction tangente est définie sur R privée de π sur 2 plus kπ, k variant dans z. Elle est impaire et elle est pi périodique.
Les dérivées usuelles de ces fonctions lorsqu'elles sont définies, pour la fonction cos, c'est moins sin, pour la fonction sin, c'est cos, et pour la fonction tangente, c'est 1 plus tan carré est égal à 1 sur cos carré. Leur tracé qui est bien à connaître par cœur, pour la fonction sinus, elle va démarrer du coup à 0, et elle va finir, vu qu'elle est 2π périodique, donc elle va finir à 2π à 0 aussi, et le motif va se répéter tous les 2π. La fonction cosinus, elle est maximale en θ égale 0, et elle va donc être maximale en θ égale 2π, et elle va se répéter tous les 2π. La fonction tangente, quant à elle, admet une infinité d'asymptotes, vu qu'elle est périodique et qu'elle n'est pas définie tous les π sur 2. C'est les droites verticales que tu vois à l'écran et que je n'ai pas réussi à effacer avec mon logiciel. Pour tracer ces courbes, ça peut être bien de connaître quelques valeurs remarquables. Tu as ce petit tableau qui s'affiche à l'écran, et il y a un moyen très simple de le retrouver rapidement. Tu peux voir que la ligne de sinus θ, par exemple, elle se lit racine de 0 sur 2 qui vaut 0, racine de 1 sur 2 qui vaut 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, racine de 4 qui vaut 2, et donc 2 sur 2 qui vaut 1. La ligne des cos, elle se lit dans l'autre sens. Et la ligne des tangentes, par exemple, elle peut être bien à connaître par cœur. Avec le cercle trigonométrique, on peut retrouver très rapidement toutes les formules que tu vois à l'écran. De plus, Pythagore va nous donner la formule de base, cos carré plus sin carré, qui vaut l'hypoténuse, qui vaut donc 1. Pour la formule de somme, je te conseille de retenir par cœur celle avec la petite étoile en verte, car elles permettent de retrouver toutes les autres formules. On peut de plus définir à partir de ces deux-là, cos de 2a et sinus de 2a, il suffit de remplacer b par a dans la formule du dessus, et enfin cos carré sin carré se retrouve à partir de la formule de Pythagore. On peut de plus définir les formules de linéarisation à partir des formules du dessus, il suffit pour ça de les sommer entre elles et de les simplifier. Et enfin, les formules de factorisation en posant P est égal à A moins B et Q est égal à A plus B dans les formules de linéarisation. On va maintenant voir ensemble la résolution d'un problème adapté aux sciences de l'ingénieur. Ça va être un petit problème très rapide. On va prendre un système de courant triphasé représenté par les trois équations que tu vois à l'écran. Et la question qui nous est posée, c'est quelle va être la condition sur l'amplitude, donc grand I1, grand I2 et grand I3, pour avoir l'équilibre du système. Pour rappel, l'équilibre du système, c'est I1 plus I2 plus I3 qui est nul. Alors, si jamais on trace nos formules, du coup, on voit que ωt plus phi se répète, donc on va poser une variable A qui est égale à ωt plus phi. Ça veut dire que petit I1 s'écrit grand I1 sinus de A, I2 s'écrit grand I2 sinus de A moins 2π sur 3. Et on va utiliser les formules des sommes qu'on a vues ensemble. Donc sinus A moins B s'écrit I2, facteur de sinus A cosinus de 2π sur 3, moins sinus de 2π sur 3, cosinus A. On sait que cosinus de 2π sur 3, si jamais on le représente sur le cercle trigonométrique, ça vaut 120 degrés, donc on est environ par là. Et ensuite, on peut utiliser le tableau des valeurs remarquables qu'on connaît par cœur. 120, c'est 90 plus 30, ça veut dire que c'est π sur 2 plus π sur 6, et cosinus de π sur 6, ça vaut 1,5. Sauf que vu qu'on est à gauche du cercle, la fonction cosinus va être négative dans cette partie-là, donc il y a un petit moins qui se balade. Donc ça va nous donner pour le premier terme moins I2 sinus de A sur 2. Et de la même façon, sinus de 2π sur 3, la valeur remarquable, c'est racine de 3 sur 2. Donc moins I2 cosinus de A racine de 3 sur 2. De la même façon, si jamais on écrit I3, qui vaut grand I3 sinus de A moins 4π sur 3, alors en écrivant exactement avec la même formule, on obtient grand I3 facteur de sinus A cos de 4π sur 3, moins sinus de 4π sur 3, cosinus A. Hop, je vais être obligé d'effacer cette partie-là.
Et donc de la même façon, si jamais vous tracez ces valeurs remarquables sur le cercle, ou alors vous connaissez le tableau, on peut obtenir directement le résultat. Donc moins i3 sinus A, cos de 4pi sur 3, ça va valoir moins 1/2, donc d'où le petit moins devant et le sur 2. Et le sinus de 4pi sur 3, ça vaut moins racine de 3 sur 2. Donc moins par moins, ça fait plus, donc plus i3 cos A racine de 3 sur 2. Quelle est la condition pour que... Hop, je fais un petit trait. Quelle est la condition pour que I1 plus I2 plus I3 soit égal à 0 ? Et bien on voit que là, on a en haut du I1 sinus alpha moins I2 sur 2 sinus alpha moins I3 sur 3 sinus alpha. Ça veut donc dire que pour égaler les sinus, il faudrait que I1 soit égal à I2 soit égal à I3. Et on a ici, si jamais I2 égale I3, on va avoir du moins cosinus alpha racine de 3 sur 2 plus cosinus alpha racine de 3 sur 2. Donc la condition sur les amplitudes va être telle que grand I1 plus grand I2 plus grand I3 soit égal à une constante. Et donc dans ce cas-là, le système de courant triphasé sera équilibré. J'espère que tu as compris ce petit exemple. Je pense que je vais déposer un petit lien dans la description pour avoir accès à un formulaire pour toutes ces formules. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas comme d'habitude à me les laisser dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode dans cette série sur les compléments mathématiques.